Tu écoutes The Good Post, un mec qui parle trop. Tu écoutes The Good Post, un mec qui parle trop. Tu écoutes The Good Post. Chers amis, The Good Post 11 est enfin arrivé. Lâchez tout, posez-vous dans votre lit, mettez votre casque sur vos oreilles. Oui, hors de question d'écouter ça avec qui que ce soit aujourd'hui. C'est un podcast de moi à toi, pour nous deux. Dans l'ascenseur déjà, le désir monte. On y est, c'est la rentrée. Et oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Le monde a décidé que nous devions tous retourner travailler, retourner en cours, retourner à l'école. Bref, chers amis, dans cette procession vers la fin du monde, je vous accompagne donc avec une série qui ne traite pas d'un sujet moins important que celui de l'apocalypse. C'est pas... Ça me paraît être dans le sujet, quoi. Tirez-vous les foutus! Le programme d'aujourd'hui va donc être... Comment dire, un programme non pas de fin du monde, mais un programme qui suit cette fin du monde. La renaissance. Oui, un redémarrage, une envie d'aller un petit peu plus haut, les amis, tous ensemble, en se creusant un petit peu la soupière et puis en se prenant pas pour de la merde. Ça, c'est vrai que bon, j'avoue que j'ai un petit peu enfin, quand vous écoutez The Good Post, vous êtes un petit peu dans le... Vous savez, le truc qui est un petit peu au-dessus du... Alors au menu de ces messieurs dames aujourd'hui on aura donc les news avec une petite news sympa, un petit peu polémique, un petit peu sur le fond avec un arrière-goût politique bien sûr parce que mais ce sera un petit peu voilà ça sera peut-être pas très bon goût pour tout le monde parce que voilà il sait pas trop de quoi il parle. Le cuistot quand il fait un petit peu de politique c'est un petit peu trop salé en général. Ensuite il y aura bien sûr présentation du film de la soirée, de la série qui s'appelle Umbrella Academy, c'est la saison 2 donc voilà si vous avez raté la saison 1 bah le goût risque de vous surprendre aussi hein. C'est sûr que voilà si vous savez pas où mettez les pieds bon bah le cuisinier fera ce qu'il peut mais à mon avis ça risque d'être un petit peu salé hein. Je vous avais prévenu avant de prendre le menu The Good Post 11 et puis on enchaînera avec la question les vite répondue puisque il y aura une petite question personnelle au cuistot hein. On s'est dit que ce serait sympa que le cuistot vous fasse une petite surprise, un truc qui l'intéresse lui voilà, parce qu'on lui avait demandé il y a quelques jours, donc il s'est dit bon bah je vais vous faire un petit truc sympa à manger sur le sujet. Et puis bon bah il y aura le dessert qui conclura bien tout ça, un truc bien bourratif, bien voilà qui remplit bien le bide. Et puis vous inquiétez pas, de toute façon on vous donnera l'adresse des toilettes publiques et puis des putes derrière si ça vous intéresse. En général ça fait partie du prix du restaurant. Tu te trouves drôle hein? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? The Umbrella Academy est donc une série créée par Steve Blackman et en collaboration avec Jeremy Slater, et qui est en fait une adaptation d'une bande dessinée de Gabriel Bá et Gerald Way chez Dark Horse Comics, que je n'ai pas lu. Hein. Si vous avez lu le comics d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, il n'y a aucun souci, de n'importe quel réseau social, je trouvais ça très intéressant, et qui était donc arrivé l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui avait un peu surpris son monde en étant... en 2017, pardon... Non, en 2018, si c'est l'année dernière, en surprenant un petit peu son monde, en 2019, pardon, début 2019, en surprenant un petit peu son monde, donc en étant un petit peu une série, on va dire, de super-héros, mais qui a commencé, on va dire, un nouveau cycle de séries de super-héros, puisque, historiquement parlant, oui, voilà, hein, vous savez très bien que vous écoutez un historien, donc j'ai envie de dire, on va très très haut aujourd'hui, ça... Mais enfin ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Parce que oui, les séries de super-héros à la télé, ça a pas mal explosé ces 10 dernières années. On a eu un premier grand cycle de séries faites par Marvel qui a vraiment lancé les séries de super-héros à succès. C'est la fameuse série autour des personnages des Defenders, dont j'ai fait la critique. N'hésitez pas à aller voir dans les blogs, dans mon podcast. Je vais vous mettre les liens de tout ça. J'ai critiqué aussi bien les saisons 1 et 2 de mon copain, j'ai oublié son nom, Luke Cage, que les 2 saisons de Iron Fist, que les 3 saisons de Daredevil, et surtout les 3 saisons de ma copine Jessica Jones, qui est décidément une très très bonne série que vous devriez regarder, si vous avez une série à regarder Marvel Netflix. Je trouve que Jessica Jones, saison 1, 2 et 3, c'est vraiment du très bon taf. Vous pouvez même passer au-dessus de The Defenders, qui est beaucoup plus inégal, mais en tout cas voilà. Je vous renvoie à mes podcasts si vous voulez connaître un petit peu plus le sujet. Voilà, un petit peu de pub, ça fait jamais de mal. Par là où ça passe, même si c'est dans le... Un grand coup dans ton cul!
Les séries de super-héros donc ont commencé avec cette vague un peu, on va dire, néo-réaliste, je caricature, qui se voulait être un Marvel un peu plus sombre, basé sur l'univers des films. L'idée au départ était assez dingue, puisqu'il s'agissait que les films Marvel, la série Iron Man et toute la bande, soient connectés indirectement ou directement même à l'univers de ces séries, et que ce qui se passait dans les films ait des répercussions sur les séries. Idée hyper intéressante, passionnante et ainsi de suite, qui a été vite abandonnée. Grosso modo, on comprend dès les deuxièmes saisons de différentes séries comme Jessica Jones ou autres qu'on va plus trop faire référence à ce qui se passe dans Avengers, tout simplement parce que c'est extrêmement lourd à porter. C'est très 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 difficile de connecter ça sans que les gens aient vu les films, que quand on a vu 17 films, au bout d'un moment ça devient un peu chaud de lier une série où il y a en plus 10 épisodes, voire une saison avant, voire 2 saisons avant. Donc tout ça devenant très labyrinthique, Marvel a admis tout simplement que le public actuel n'était pas encore prêt pour un mégaverse. Pour ce côté, les gens sont devenus tous un peu geeks, si on écoute un peu avec la consommation télévisuelle qui a explosé avec les téléphones et ainsi de suite, les smartphones et autres, Internet et ainsi de suite, qui a accéléré ça depuis le milieu des années 2000. Oui, on a vraiment une explosion de la connaissance et de la culture des gens vers la télévision, mais ils sont pas devenus geeks, quoi. Les gens sont pas, la moyenne des gens ne retourne pas une série de tous les côtés avec les univers. Si la série a 300 épisodes, il n'y a pas grand monde qui va regarder les 300 épisodes et les connaître par cœur. Ça reste quand même une frange du public qui reste, je dirais, marginale et limitée. Dans le sens, non pas intellectuellement, je vous adore les geeks, je vous aime, tout simplement. J'aime les gens qui ont une passion comme ça et qui vont à fond, peu importe ce que les gens en disent, peu importe ce que les gens en pensent, je trouve ça admirable, et c'est vous. C'est une partie de vous-même qui vous appartient. Donc c'est ma manière à moi de dire à tous les autres d'aller se faire voir. Mais ne quittez pas le podcast tout de suite. Je vais pas seulement vous insulter. Si, mais pas seulement. Seigneur. Oh, c'est quand même bien fait. Oh là 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 là. Allez, remballe tout ça, Rémi, c'était écœurant à la fin. Donc le public consomme, certes, mais n'est pas devenu geek au point de pouvoir suivre un projet tentaculaire qui irait faire une vingtaine de films au cinéma et qui continue encore aujourd'hui 10 ans après, plus des séries télé avec plusieurs saisons, plusieurs épisodes et ainsi de suite, avec des histoires parallèles et des événements qui devraient se croiser. Donc, assez rapidement, le projet a été modéré, mais il y avait eu dans le style, dans l'idée intéressante, je trouve, de base, dans la série The Defenders, Daredevil et consorts, cette idée d'avoir une approche un peu plus proche du sol, un peu plus réaliste, donc avec moins d'effets spéciaux, mais avec un côté plus violent, plus hardcore, plus sombre, qui est vraiment très présent, notamment dans la saison 1 de Daredevil, et qui se calme un peu par la suite, même si Jessica Jones, je trouve, a réussi à garder ce ton jusqu'à la fin, sa dernière saison, c'est-à-dire la saison 3. Tout ça pour dire que les séries télé ont donc commencé, les séries de super-héros ont commencé comme ça, à avoir du succès. Il y a eu en parallèle toujours des séries de super-héros, on va dire, plus bon marché, avec, on va dire, des effets spéciaux un peu moins maîtrisés, mais qui cherchaient simplement un public, et qui étaient un peu plus grand public. Je vous renvoie à des séries comme, dont j'ai pas forcément fait la critique, The Runaways par exemple, qui arrive à sa 3e saison, donc qui visiblement a beaucoup de succès. Moi, que j'ai arrêté au bout de la première saison, je trouvais ça assez kitsch, les effets spéciaux étaient assez faibles, l'écriture globalement était intéressante, mais je trouvais sans plus. Alors juste pour vous donner une échelle d'idée, il y a un des personnages dans la série, son pouvoir c'est de communiquer, de parler avec une sorte de petit tyrannosaure, de petit T-Rex, pas de T-Rex, pardon, de petit raptor qu'elle balade avec elle, et le raptor, bon bah c'est une marionnette, je veux dire, faut vraiment, je suis désolé, l'effet spécial est vraiment très très limité. Quand il apparaît en pied, c'est de la 3D et c'est pas très bien foutu, donc ça fait mal aux yeux, et quand il apparaît en grosso modo en animatronique, c'est pas terrible du tout. Bref, vous voyez le genre, quoi, c'est la série qui très très vite a l'air kitsch à cause de ces éléments-là, et je vous parle pas du personnage dont le pouvoir est d'avoir des sortes de gants qui lui permettent d'envoyer des boules d'énergie qui s'appellent les Fisty Guns. Je déconne pas, ça s'appelle vraiment les Fisty Guns. Bref, je suis désolé de troller comme ça cette série de Runaways, mais j'ai pas vu la saison 2 encore une fois, donc détrompez-moi si vous l'avez vue, avec plaisir, ça me donnera envie de la regarder si l'un d'entre vous me dit, là où l'une d'entre vous évidemment me dit que c'est très intéressant, que je suis passé à côté d'un truc, j'y irai avec plaisir, mais d'a priori, ça m'a fait penser à toutes ces séries qui, grosso modo, capitalisent sur le succès d'un truc sans vraiment être poussé au bout. Il y a parfois quelques idées, mais ça rame globalement parce que c'est ou pas terrible en termes visuels, ou ça manque d'ambition, ou on est tellement dans un cliché de série télé américaine avec les mêmes types de coiffures parfaites, les personnages qui vont un peu dans tous les sens pourvu que le public suive, vous voyez le genre. Donc c'est
il y a toujours eu ce style de série de super-héros depuis le gros boom de Marvel et l'attaque de Marvel avec la télé, et notamment avec les services en ligne de streaming. Mais, grosso modo, on a eu une vague comme ça qui était scindée en deux. On avait les réalistes, je caricature, avec Daredevil, d'autres tentatives, d'autres séries, ainsi de suite, qui ont essayé de prendre ce mouvement-là, qui y sont parvenus parfois, d'autres fois pas du tout. Je ne sais plus la série de Marvel qui tourne comment s'appelle encore la série de Marvel qui tourne autour du personnage de Lorna Dane, notamment. Ça, c'est des personnages des X-Men, j'ai oublié le nom. C'est pas The Fugitive, ou je sais plus comment ça s'appelait. Grosso modo, c'est des mutants qui doivent fuir, hein, grosso modo. Et l'idée était pas mal, j'avais vu un bout de la première saison, mais franchement, ça m'avait pas accroché plus que ça. Donc bref, des séries qui avaient tenté de prendre le virage entamé par Daredevil et consorts vers des séries plus réalistes, avec des effets spéciaux qui se voulaient plus maîtrisés, mais qui en fait l'étaient pas. Bref, beaucoup de séries ont essayé d'embrayer, n'y sont pas forcément parvenus. Et donc, au bout de 8 ans à peu près de séries comme ça, le succès aidant, il y a eu beaucoup de projets alternatifs qui ont commencé à se faire, et notamment chez DC Comics, qui a vraiment tenté d'autres choses avec des séries comme Doom Patrol, ou encore mes copains dont j'ai critiqué les 2 saisons de Nos Amours Impuants, Titans notamment, en faisant un peu la même chose, des séries vraiment au ton beaucoup plus sombre, avec une sorte de propension pour, on va dire, vraiment la fin, quoi, une sorte non pas d'aube, mais d'aurore des super-héros, avec toujours quelque chose de l'ordre du trop tard, du tragique dedans, qui était très intéressant. Je vous renvoie à mes 2 critiques des saisons 1 et 2 de Titans. Alors pour vous faire court, Titans saison 1 c'est intéressant, il y a des choses intéressantes, vraiment, et la saison 2 c'est de la merde, mais grosso modo, oui je sais, shots fired, il en faut, s'il n'y a pas un petit peu de sel, vous n'avez pas envie d'écouter, ça je peux tout à fait le comprendre. Que c'est beau la vie. Bref, il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses, mais DC a vraiment commencé avec ses séries à tenter autre chose, notamment en faisant de très belles réussites, notamment avec la saison 1 de Doom Patrol. Je vous renvoie à ma critique pour en connaître les bons et les mauvais côtés, parce que je trouve que c'est une série tellement singulière que là mon podcast devient nécessaire, entre guillemets. Évidemment je prêche pour ma paroisse, mais le podcast devient nécessaire à mon avis pour savoir un peu où on met les pieds, je pense, mais voilà, dans la même période, il y a eu donc Titans, Doom Patrol, et donc une série différente, parce que Titans et Doom Patrol étaient dans le même univers, hein, et il y a donc eu The Umbrella Academy, qui était une série originale de son côté, produite par Netflix aussi, pardon, qui n'est ni chez DC ni chez Marvel, mais chez Dark Horse Comics, et qui a eu un vrai succès mérité. Je vous renvoie à ma critique de la saison 1. Tiens, j'avais oublié d'en parler, mais DC Comics, quand ils ont tenté cette vague un peu plus réaliste, un peu plus sombre, notamment avec Titans, il faut bien savoir que eux-mêmes ont beaucoup alimenté les séries de super-héros. J'ai pas pensé à eux, forcément j'étais un peu coincé dans Marvel, dans ma tête, mais comment ça j'ai un problème avec Mickey, avec Disney à qui appartient Marvel, et j'ai besoin de pratiquer des faveurs à mon copain Mickey. Alors déjà non, Mickey c'est un copain, on va boire des coups de temps à autre, il est comme tout le monde fait des histoires sur ce mec, mais en fait c'est un mec très simple, très accessible, on va boire des coups, il est comme tout le monde, voilà, Minnie lui casse les couilles, ça arrive, voilà quoi, il vient boire un coup au bar, on se retrouve, et puis à 2h du matin, on est très heureux, on s'embrasse un peu, parce que voilà, on se comprend entre mecs qui vivent des vies difficiles, enfin voilà, je veux dire, il faut arrêter de charger Mickey comme ça, et lui faire porter les responsabilités de l'audiovisuel mondial. Alors oui, c'est la société numéro 1 de l'entertainment et de l'audiovisuel en général, oui. Et oui, c'est eux qui, grosso modo, embrayent les tendances. Et oui, Mickey, il a tendance à un peu trop aimer l'argent. Mais c'est un mec très sympa. C'est pas parce qu'on aime l'argent qu'on est forcément un connard. Pour le plaisir. Donc oui, nonobstant Mickey Mousse. Ouais, je l'appelle Mickey Mousse parce que quand on est au bar, on dit « Hey, une mousse. Hey, Mickey, une... » Ah, c'est... Vous voyez, enfin, ouais, c'est à cause des bières. Vous voyez, les bières, des fois, on appelle ça une mousse, à cause de la mousse dessus. Vous voyez ? La mousse des bières. Il y a des gens qui appellent ça une mousse. Et ben nous, non, parce que lui, son nom, c'est Mickey Mouse. Donc, nonobstant Mickey Rouquin, oui, Mickey. Non, parce que c'est aussi mon pote Mickey Rourke, et on aime bien aller boire des coups ensemble. En général, je dis Mickey Rourke. Mickey Rourke. Enfin, vous voyez le truc. Enfin, ça nous fait bien rigoler, quoi. C'est Mickey Rouquin. Mais enfin, ça va pas!
Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Donc, nonobstant l'hégémonie Disney, DC a trouvé lui son créneau en faisant des séries de super-héros, en faisant vraiment beaucoup, avec en tête The Flash et Arrow, qui sont des séries qui ont énormément de succès. Mais tout un univers qui est complètement lié à ces séries-là. Si je dis pas de bêtises, il y a une série Supergirl dans cet univers-là, et d'autres séries, mais j'ai pas du tout suivi cet univers-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des séries qui ont souvent une vingtaine d'épisodes par saison, donc j'ai plus de mal avec les séries comme ça, vous me connaissez. Je préfère les séries qui ont des formats un peu plus courts, tout simplement parce que je trouve qu'en général c'est meilleur, tout simplement. Hein. Même si là, j'ai un excellent contre-exemple, puisque je me suis refait, avec ma compagne, on s'est refait les 7 premières saisons de Doctor House, et je trouve que vraiment... globalement, jusqu'à quasiment la fin de la saison 7, c'est globalement très bon, c'est assez impressionnant en termes de qualité d'écriture, donc il y a des contre-exemples évidemment, mais là en l'occurrence sur les séries de super-héros, j'ai plus de mal, parce qu'en plus du nombre d'épisodes, c'est des séries qui assument complètement le fait d'avoir des effets spéciaux un peu kitsch, de jouer un petit peu le côté, on va dire, visuellement grand guignolesque et un peu ridicule du super-héros, dans des scénarios qui, paraît-il, sont souvent costauds, avec des retournements, des twists et tout ça, ça y va, ça joue un petit peu le côté soap opéra, les personnages traversant vraiment des tragédies, mais visuellement, c'est assez ridicule, souvent les effets spéciaux sont à mourir de rire. Je vous renvoie à l'excellente chaîne YouTube notamment, où c'est VFX Artist React, excusez-moi, vous trouverez mieux sur internet en le tapant vous-même, parce que mon anglais à moi, comment dirais-je, c'est un petit peu, c'est pas... Non, là pour le coup on n'est pas dans l'anglais niveau... Ta gueule! Putain! Ta gueule! Donc la chaîne VFX Artists Reacts, excusez-moi, qui s'est permis notamment de faire des épisodes sur des gens qui sont venus, eux-mêmes ce sont des techniciens du cinéma, des gens qui savent faire des effets spéciaux. C'est une chaîne passionnante si on aime le cinéma. Chaque épisode est brillamment intéressant, drôle, léger. Ils ont vraiment une vraie tranquillité à transmettre ce qu'ils aiment, et ils le font, je trouve, avec une grande précision. J'apprends énormément de choses dans chaque épisode, c'est vraiment un vrai bonheur. Et ils ont fait un épisode notamment en critiquant les gens qui suivent la chaîne, en voient par exemple les effets spéciaux qu'ils veulent critiquer, dont ils se moquent ou qu'ils apprécient tout simplement, et eux en parlent. Et ils parlent notamment à un moment donné d'effets spéciaux de la série Supergirl, et ils montrent que voilà, c'est terrible, tout en admettant le truc de base, c'est que les techniciens de ces séries là souvent n'ont pas le temps de faire mieux, c'est simple, aussi simple que ça. Et puis parfois ils montrent aussi que ils n'ont pas le temps de faire mieux, mais des fois ils réussissent de super trucs, mais ils ont juste pas le temps, pas forcément les moyens. Ça veut dire voilà, il faut que l'épisode sorte vite, il n'y a pas énormément de budget, bon on sort les effets spéciaux tels quels, et ça donne souvent des trucs assez ridicules. Pour les gens de ma génération qui sont donc légèrement vieux maintenant, soyons honnêtes, oui non mais je parle de moi, je m'autocritique les gars, donc calmez-vous tous. Faut admettre à un moment donné, quand on a franchi un âge archéologique, il faut commencer à le porter comme un rocher, mais il faut le porter. Ça tu n'y échappes pas, entre guillemets. Aucune peine, je te nique ta race. Donc oui, ma génération à moi, c'était des séries genre Xena, Hercule, et ce genre de choses. C'est vraiment les effets spéciaux très cheap. C'est du même ordre, mais de nos jours, tout simplement, c'est le même genre. Et donc, dans ce genre-là, par contre, DC a énormément de succès, comme à l'époque de Xena et Hercule. Des séries qui ont eu énormément de succès en étant très kitsch. Voilà, et en se basant sur un scénario souvent basé ou sur de l'humour ou sur de la tragédie. Et ça marche très bien, le public adhère, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est un petit côté soap opéra, Il faut admettre que les gens aiment le soap opéra, c'est tout, c'est comme ça. Et donc, DC a beaucoup capitalisé et a eu énormément de succès sur ces séries-là. Et il s'est donc permis des tentatives, parce qu'ils avaient du succès d'abord en parallèle avec les séries télé. Beaucoup moins avec les films, je vous renvoie à mes critiques de j'ai fait toute la série des films du Justice League en podcast, je vous y renvoie. Mais tout ça pour dire, la grande majorité de l'univers DC télé, c'est d'abord ces séries-là avec un côté un peu kitsch, un peu ridicule. Nonobstant, en parallèle, ils ont tenté des choses comme Titans et notamment Doom Patrol, qui est pour moi, au jour d'aujourd'hui, leur meilleure réussite. J'ai commencé à regarder la saison 2 et c'est encore brillamment écrit. C'est vraiment une excellente série. J'espère que la saison 2 va tout au bout comme ça, mais je n'ai vu pour l'instant que le premier épisode, donc suspense. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Et donc The Umbrella Academy est arrivé dans cette fin, entre guillemets, de mouvement, puisque des séries de super-héros, il y en a un petit peu moins qui sortent en ce moment. Marvel va encore attaquer très très fort avec son Marvel Disney+, et il va donc, à mon avis,
en termes de moyens et de structure, frapper fort. Pas forcément faire des séries que je vais aimer, mais des séries, à mon avis, qui auront un niveau de moyens digne du cinéma, et je pense que c'est leur objectif d'amener les gens à voir dans leurs séries des formes de mini-films. D'ailleurs, ils reviennent avec ces séries-là dans l'idée de faire ou des histoires alternatives au film, comme dans la série qui s'appelle Vanda and the Vision, que je suis curieux de découvrir, ou carrément une histoire dans l'histoire des films, avec la série Loki, qui est en plus interprétée par Tom Hiddleston. Enfin, vous voyez, c'est un énorme projet. C'est des acteurs de personnages au cinéma qui vont faire leur propre personnage dans des séries télé. Donc autant vous dire qu'il y a énormément d'attentes et que les moyens vont être autres. Est-ce que ça va être monstrueux par rapport à des séries franchement bien produites comme Umbrella Academy? Peut-être pas, mais par rapport à des séries qui ont un peu plus de mal au niveau production comme Titans, ça risque de faire très mal. On verra. Tout ça pour dire, Umbrella Academy arrive un petit peu en fin de ces séries vraiment qui tentent du coup une histoire de super-héros originale. Alors là, pour le coup, ils ont adapté un comics, mais l'idée c'est vraiment de commencer à démonter les histoires de films de super-héros. Marvel en a conscience et elle commence elle-même à le faire, en cherchant à sortir non plus des super-héros mainstream, on va dire évidents comme Captain America ou autre, mais en essayant de passer à des personnages qui sont plus ambigus, plus complexes, comme par exemple Kamala Khan, qui est en fait Miss Marvel, et qui est le seul super-héros féminin d'origine musulmane qui cartonne en comics aux États-Unis et dans le reste du monde aussi. Donc il va y avoir un film sur elle. Vous voyez, c'est déjà aborder d'autres problématiques au sein des films de super-héros, et Marvel a raison et a compris qu'il fallait à un moment donné Kevin Feige en tête, qui est le producteur de la série Marvel, qui a produit tout cet univers tentaculaire de fou, que voilà, il était temps de prendre le virage et d'aller vers quelque chose de moins... Je dirais pas, c'est pas évident parce que je vous renvoie à mes critiques du Marvel Cinematic Universe si vous voulez connaître un petit peu ce que j'en pense, mais d'aller vers quelque chose d'un peu plus complexe, peut-être un peu plus proche de problématiques que le public va considérer comme des problématiques, je caricature, réalistes. Bref, The Umbrella Academy, c'est quoi ce bordel? Ooh, that's a bingo. Mais oui, d'abord, avant d'entamer la critique de The Umbrella Academy, de vous parler un petit peu de leur créateur et tout, on va commencer par les news. La news d'aujourd'hui, elle est assez sympa, parce qu'en fait, j'ai vu dernièrement passer sur Twitter une news autour de Thomas Sankara. Alors, vous allez me dire, Thomas Sankara, quel est ce cinéaste? Quel film il a fait? Bon, il en a pas fait. Déjà, tout le monde se calme. C'était en fait un militaire, et ça a été le président notamment du Burkina Faso. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de ça? J'y viens, calmez-vous tous. Déjà, premièrement, apprenez avec moi que Thomas Sankara est considéré comme une sorte de Che Guevara de l'Afrique. C'est un mec qui a eu énormément de respect et d'admiration en Afrique, dans beaucoup de pays, au Burkina Faso évidemment, mais ailleurs aussi, et c'est un mec qui est considéré comme un grand bienfaiteur, notamment du Burkina Faso, où il a notamment, pour vous donner une échelle d'idée, je suis tombé sur un tweet qui expliquait un peu des choses qu'il a fait. Il a vacciné notamment 2,5 millions d'enfants contre la méningite, la fièvre jaune et la rougeole. Là, on parle fin des années 70, si je dis pas de bêtises. Hein. Il a fait passer le taux d'alphabétisation de 13% à 73% en 4 ans, donc c'est dans les années 80, pardon, de 83 à 87. Il a planté 10 millions d'arbres pour bloquer le désert. Il a bâti des routes et un chemin de fer sans aide étrangère. Il a recruté des femmes au gouvernement et à l'armée. Il a interdit les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Il a vendu la flotte gouvernementale de voitures Mercedes et fait de la Renault 5 la voiture la moins chère à l'époque, la voiture de service des ministres. Comment ça, le gouvernement français devrait s'en inspirer? Je vous devrais faire très attention à ce que vous dites, parce que vous allez avoir de gros problèmes. Vous devez faire très attention. Hein. Vous allez avoir de gros problèmes à dire ça. Hein. Vous savez pas qui c'est notre guide suprême en ce moment. Oui, le président, mais enfin bon, le dictateur, quoi. Oh, tu vas avoir des gros problèmes. Non mais c'est pour expliquer le discours. T'es malade? Mais qu'est-ce que... Enfin, tu sais ce que tu dis ou quoi? Mais on peut rien dire ou quoi, merde? Mais putain, tu vas avoir un point rouge. Mais non. Allez hop, Mais j'explique. découpé à la machette, sac poubelle. Non. Et hop, Mais à la non, mais décharge. arrête. Tu Mais vas pas finir du à la tout. décharge. Mais non. Que tous ceux qui pensent que j'exagère et que je devrais pas parler de politique ont raison. Tout ça pour dire, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Thomas Sankara? Il a réduit les salaires des fonctionnaires, y compris les siens, et a interdit aux ministres l'utilisation de chauffeurs et des billets d'avion de première classe. Il a pris les terres des propriétaires féodaux pour offrir aux paysans, si bien qu'en 3 ans, la production de blé est passée de 17 000 kg par hectare à 1700 kg par hectare à 3800 kg par hectare, ce qui a rendu le pays autosuffisant sur le plan alimentaire.
On parle dans les années 80 et on est au Burkina Faso, hein. Réveillez-vous les enfants. Hein. Il s'est opposé à l'aide étrangère, rappelant que celui qui vous nourrit vous contrôle. Et venant de l'Afrique, j'ai envie de citer un comique que j'aime beaucoup, qui est absolument, je trouve, féroce, et qui s'appelle Haroun notamment, et qui dit la question de la richesse et les Africains, c'est plutôt les Africains, vous êtes riches quand ? La blague est pas drôle. Mais évidemment, c'est sans alcool. On continue sur Thomas Sankara au Burkina Faso. Il a appelé à un front africain pour éponger leurs dettes extérieures, donc à plusieurs pays africains de faire corps pour essayer de régler la question de la dette africaine, qui est bien sûr irrésolvable, évidemment, ça n'arrange personne, à part un tout petit peu peut-être les anciens colonialistes européens que nous sommes. Hein. Je dis ça, je dis rien. À Ouagadougou, il a transformé le magasin d'approvisionnement de l'armée en supermarché ouvert à tous. C'était le premier supermarché du pays. Il a obligé les fonctionnaires à offrir un mois de leur salaire pour des projets publics. Alors vous allez me dire, c'est un peu chaud de faire ça aux fonctionnaires, n'est-ce pas? Nonobstant, il faut bien comprendre que quand on est dans un pays qui est en déficit et qui est dans si grande difficulté, c'est pas non plus impensable. Il a refusé d'utiliser la clim de son bureau au motif que ce luxe n'était accessible qu'à une poignée de burkinabés. Comme président, il a réduit son salaire de 450 $ par mois et limité ses biens à une voiture, 4 vélos, 3 guitares, un réfrigérateur et un congélateur. C'était déjà luxueux pour l'époque, mais autant vous dire que avant lui et après lui, ça a été la fête au slip. Chez les présidents burkinabés, je vous laisse découvrir ça par vous-même, hein, c'est un truc de fou. Il a formé une garde personnelle composée de femmes motocyclistes. Il exigeait que les fonctionnaires portent un habit traditionnel tissé avec du coton burkinabé et cousu par des artisans burkinabés. Il refusait que son portrait soit accroché dans les lieux publics, car disait-il, il y a 7 millions de Thomas Sankara au Burkina. Il a écrit lui-même l'hymne de son pays, mais ça je reviendrai là-dessus après, parce que ça me fait plus penser à des critiques qu'à des... C'est positif et négatif à la fois, je reviendrai là-dessus après. Il a surtout prouvé que l'Afrique peut s'en sortir si elle le décide. Bref, je suis tombé sur ce tweet par l'intermédiaire d'un Twitter qui s'appelle HVBY15, je te remercie, Tweetos, parce que j'ai trouvé que c'était absolument passionnant. Je ne connaissais pas Thomas Sankara, ça a été une vraie découverte. Et évidemment, moi, quand je tombe sur un portrait aussi élogieux, passionnant certes, mais élogieux, je regarde un peu les commentaires. Et évidemment, est arrivé très vite ce dont je m'attendais. Un mec qui s'appelle le Pacificateur, ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs comme nom, mais bon, peu importe. Il a demandé s'il pouvait mettre de la nuance là-dedans. Il a notamment expliqué que le pluralisme politique chez Thomas Sankara, c'était pas tip-top, hein, qu'il avait fait enfermer des socialistes qui s'opposaient à lui, une partie des syndicats. Bref, c'est un mec qui a fait des choses pas toujours jojo. Donc voilà, il a fait des erreurs au niveau international qui l'ont empêché de vraiment se retrouver, de créer le fonds africain qu'il voulait. Donc Thomas Sankara a dit lui-même qu'il le regrettait, mais en tout cas, il a fait des erreurs. Le mec n'a pas été parfait. Et évidemment, beaucoup de gens lui sont tombés dessus en disant non, mais c'est stupide, tu vas encore alimenter le truc, voilà, quand c'est un symbole africain, on peut le critiquer, on peut dire qu'il a fait des conneries, alors que les symboles européens, on n'y touche jamais, ils sont immaculés, on déboulonne pas les statues. Et je trouvais cette parallèle par rapport aux histoires qu'on a eu dernièrement, notamment sur l'idée de déboulonner les statues. Vous avez suivi ce débat, j'imagine, où on a eu tout ce truc autour de Macron, donc notre président, a dû s'exprimer sur le sujet en disant que voilà, il trouvait que c'était pas la peine de remettre en cause les symboles, que fallait pas faire ça, blablabla, et il a donné pour raison que voilà, l'histoire de la France était son histoire. Grosso modo, hein, il y avait pas plus de raison que ça. Beaucoup de gens ont compris très vite qu'il s'agissait pour lui de caresser dans le sens du poil son électorat de droite et d'extrême droite, mais grosso modo, c'est aussi une question de coût, c'est-à-dire déboulonner les statues, changer les noms de rue et tout ça, c'est du taf, c'est de l'argent, et au niveau symbolique, c'est très compliqué, parce que c'est pas sûr qu'on obtienne ce qu'on veut en effaçant de l'histoire. Vous voyez où je veux en venir déjà, mais grosso modo, donc le pacificateur, ce mec sur Twitter que je trouve très intéressant, a donc dit mais vous ne pouvez pas critiquer l'hégémonie européenne qui crée donc des modèles indéboulonnables et faire la même chose. Au contraire, il faut qu'on passe à autre chose et qu'on mette de la nuance dans ce qu'on apprécie, qu'on montre le bon et le mauvais. Et justement, on va aller au-delà de cette manière hégémonique de penser les choses. Et je trouvais ça très très intéressant. Alors, mais quel rapport avec le cinéma ? Ben, le rapport, c'est que j'ai trouvé qu'on avait un peu la même chose dans le fameux
le fameux cas Polanski. Dernièrement, j'ai une personne qui m'a fait une critique très intéressante, très sympathique, et je le remercie beaucoup, Monsieur Morat, hein, le grand Monsieur Morat. Je vous remercie de m'écouter régulièrement et de faire des critiques très intéressantes et des encouragements qui font chaud au cœur. Qui me disait donc, notamment en critiquant mon podcast en mettant un commentaire plutôt sur mon podcast sur J'accuse de Roman Polanski. Je vous renvoie à mon podcast où j'explique mon point de vue sur cette affaire. Mais donc il m'a remis un commentaire en dessous et ça m'a amené à réécouter le podcast et à me rendre compte que oui, il y a toujours ce truc, aussi bien dans les réactions des gens qui ont tout de suite défendu Thomas Sankara en mode oui, espèce de connard, tu vas encore noircir le tableau alors que là c'est franchement pas logique, blablabla. Le même truc que chez Polanski, chez les gens qui défendent Polanski, entre guillemets. D'un côté, je ne mets pas Thomas Sankara et Polanski au même niveau, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, le problème de fond est le même, c'est l'obsession du héros. Ce truc d'avoir des héros immaculés. Des gens qui n'auraient pas de limites ou des limites acceptables. Je vais être cache-pistache avec vous tous qui pensez encore ça et qui écoutez aujourd'hui, et je sais que vous n'êtes pas nombreux, mais tout de même, je vous le dis, vous vous trompez, et surtout, en faisant ça, vous alimentez exactement les maladies de notre époque. Je suis malade, complètement malade. Parce que oui, le problème c'est qu'à force de vouloir faire des images immaculées, on crée des phénomènes qui sont vraiment dangereux. Le phénomène de se sentir inférieur à un être humain, alors qu'en fait, on devrait plutôt chercher à voir aussi les défauts de la personne, les limites pour dire bah il a réalisé des bonnes choses et des mauvaises, il ou elle a réalisé des bonnes choses et des mauvaises, et moi aussi j'ai fait des bonnes choses et des mauvaises, et à un moment donné, il est temps de simplement admettre que ce sont des êtres humains, et qu'ils vont nous faire des bonnes choses et des mauvaises, et que nous aussi, et que du coup nous devons travailler avec eux, et non pas pour eux, ni inférieur à eux, casser ce rapport d'infériorité qui est vraiment un poison social et qui commence vraiment à créer, je pense, une des plus grosses limites de notre époque, c'est-à-dire cette tendance à vouloir toujours se rattacher, non pas à des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui connaissent leur domaine concrètement, qui ont des études, des éléments, et qui sont capables d'expliquer ce qu'ils font, notamment les scientifiques, et qui ont, envers qui on ne doit pas avoir un rapport de croyance ni un rapport d'infériorité, on ne doit pas se sentir inféodé à eux ou inférieur à eux, mais simplement les écouter leurs arguments en entier, et éventuellement critiquer ce que l'on pense être faux ou juste dedans, mais d'abord se baser sur des éléments concrets. Ça c'est le rapport aux scientifiques. Et ensuite il y a les gens qu'on considère comme des symboles pour différentes actions, mais qui doivent rester des symboles sur des actions ponctuelles, qui ne seront jamais des symboles en entier. Parce que ça pousse aussi les gens, ces modèles, à croire qu'ils sont des modèles. En fait, on crée des phénomènes qui sont des phénomènes qui alimentent la mégalomanie aussi. Ça alimente notre rapport d'esclavage, grosso modo, à tous les gens qu'on considère comme supérieurs, et ça alimente aussi les mégalomanies à tous les niveaux. Donc, je trouvais ça très intéressant de parler de ça, parce que je pense vraiment qu'on a un travail à faire. C'est une news que je trouve intéressante, parce que déjà, de 1, c'était... j'ai appris quelque chose, donc j'espère que vous aussi, sur Thomas Sankara, c'est quand même cool, et du Burkina Faso, mais je trouvais que ça renvoyait aussi à notre, effectivement, l'obsession du héros, l'obsession des mythes imparfaits, parfaits, excusez-moi, au contraire, immaculés, que nous ferions bien de rendre imparfaits. Il serait temps qu'on balance un petit peu des crottes de nez sur tous ces modèles-là. Et qu'on renverse un petit peu ce bordel. D'ailleurs, ça me fait penser que prochainement, dans une news, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au niveau de la liberté d'expression, puisque notamment les pages YouTube, les chaînes YouTube de Dieudonné et de Alain Soral notamment ont été interdites sur YouTube, si je dis pas de bêtises, ou elles ont été bloquées. Et autant je peux comprendre qu'on soit contre eux, pas d'accord avec eux, et plein de choses comme ça, moi le premier, autant ça pose un problème de fond sur la liberté d'expression, mais j'en parlerai une prochaine fois. Bref, en tout cas, concernant les héros, retenez bien cette petite chose. Si vous avez une chose à retenir de tout mon blabla et de tout mon gloubi-boulga sur cette news, c'est n'hésitez pas à balancer des crottes de nez dessus. Allez gratter, allez voir ce qu'ils ont fait de mal, de pas bien. Parce que d'un seul coup, vous allez vous rendre compte que c'est simplement des gens qui ont fait des choses bonnes et des choses mauvaises et qu'on fait tous ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau social ? Et politique. Je vous laisse réfléchir sur la question. Je pense que vous êtes assez intelligent, et j'en suis même certain. Parce que pour écouter The Good Post, il faut être très intelligent. Oui, très intelligent. Oui, très intelligent. Oui, très... C'est gentil, n'est-ce pas, madame? C'est gentil ce que je vous dis. Donc, les sujets, futiles, qui n'ont aucun intérêt, il faut les mettre de côté maintenant pour s'intéresser à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire
Umbrella Academy saison 2, mon avis sur la question. Alors Umbrella Academy, c'est une série, comme je disais, qui a été créée par Steve Blackman et James Tyler, n'importe quoi, si, c'est ça. Je me suis oublié son nom. Et Jeremy Slater, excusez-moi, et Jeremy Slater, qui a donc commencé à être diffusé en début 2019, et après avoir eu un succès, somme toute mérité, je trouve, a donc eu une deuxième saison tout de suite commandée, qui a été réalisée dans la foulée, qui a été produite et réalisée dans la foulée, et qui a donc débarqué sur nos écrans le 30 juillet 2020, et que j'ai donc pu voir à la télévision en version française. J'avais vu la version française de la saison 1 qui ne m'avait pas posé de problème. J'avais aussi vu la version originale de la saison 1 qui est vraiment très bien aussi. Mais j'ai trouvé que le doublage pour le coup fait très bien le taf, donc ça m'a posé aucun problème de voir la série en VO ou en VF. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est clair qu'avec des acteurs comme Robert Sheehan, Ellen Page et autres, peut-être que la version originale passerait mieux. Donc n'hésitez pas à me le dire. Moi j'ai regardé ces deuxièmes saisons en version française et ça ne me posait aucun problème. Alors, la question se pose, Steve Blackman et Jeremy Slater, mais qui sont ces deux osios ? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Commençons par, grosso modo, c'est pas le co-créateur, mais celui qui a vraiment participé à l'écriture, qui s'appelle Jeremy Slater. Jeremy Slater, je vous en avais déjà parlé dans le premier podcast, donc je vais faire court. Il est connu notamment parce qu'il a participé au scénario du foirage assez industriel qu'est le Fantastic Four de 2015. Qui a été grosso modo un ratage, non pas dû au réalisateur, non pas dû au scénariste, mais probablement à la production. J'en parlerai à l'occasion un peu plus longuement dans une autre vidéo. Il a aussi participé à la très controversée version live, en participant notamment au scénario de Death Note, dont j'avais fait une critique de toutes les adaptations live que je vais vous mettre dans les liens de cette vidéo et du podcast. N'hésitez pas à l'écouter aussi. J'avais fait un big taf en regardant notamment toutes les adaptations live japonaises, et c'était très intéressant, je trouve, de voir et de se faire une idée là-dessus, parce que la version américaine était loin d'être la meilleure pour le coup. Je vous renvoie à cette critique-là, pardon. Et donc Jeremy Slater a participé à tout ça, a participé à la série The Exorcist que je n'ai toujours pas vue pour l'instant, mais qui me rend bien curieux, The Umbrella Academy saison 1 et 2, et donc prochainement, il a écrit un épisode notamment de la série Moon Knight, série Marvel qui est supposée, comme je disais, ramener les personnages un peu différents, un peu marginaux, de l'univers Marvel au centre de l'intérêt, aussi bien en film avec Miss Marvel qu'avec Moon Knight en série télé. Aux dernières nouvelles, il faut savoir que l'acteur qui devrait jouer Moon Knight aurait pu être Shia LaBeouf, et c'est pas lui, a priori, c'est pas sûr, ça peut être quelqu'un d'autre. Bref, on est vraiment sur du casting AAA pour une série télé. Donc vous voyez un petit peu les ambitions de Disney Plus actuellement. Mais Disney Plus de toute façon est un énorme rouleau compresseur, on y reparlera la prochaine fois. Donc Jeremy Slater, plutôt beau CV sur les projets, puisque c'était toujours des gros projets. À la nuance près que je trouve que dans ce qu'il a écrit et que j'ai vu, j'ai essentiellement trouvé The Umbrella Academy intéressant, le reste un peu moins. Même si j'ai trouvé l'adaptation live américaine de Death Note pas forcément réussie, mais je trouvais que dans le scénario il y avait des idées intéressantes. Donc voilà, il a participé à ce scénario-là. C'est plutôt pas mal comme pédigré. Et Steve Blackman, donc, c'est un mec qui vient lui, plutôt des séries télé, qui a écrit pas mal de scénarios depuis plutôt un petit moment, quoi, et qui a produit pas mal de choses aussi en parallèle. Donc c'est un mec qui a commencé au début des années 2000 avec des séries notamment comme NYPD Blue, série que j'apprécie particulièrement, dont je vous parlerai à l'occasion si vous voulez. Il faudrait que je revoie les saisons, ça fait vraiment longtemps, j'ai regardé ça quand j'étais ado, j'aimais bien. Franchement, série policière assez sombre et en même temps avec un style visuel et une approche de l'écriture que je trouvais très intéressante, sur des flics beaucoup plus brisés, une vision un peu plus hyper réaliste du travail de flic, même si très vite dans la série il s'agissait vraiment de s'intéresser aux personnages et qu'il y avait un petit côté soap opéra. J'ai bien dit un petit côté, parce que c'était quand même autour de crimes en général assez glauques et d'histoires franchement dures. Un quartier populaire new-yorkais, si je dis pas de bêtises, avec l'excellent Dennis Franz dans le rôle d'Andy Sipovich, le rôle de sa vie. Bref, plutôt bonne série, je trouve, et il a écrit un scénario notamment pour un des épisodes. Il a aussi bossé sur la série Bones, que franchement je trouve personnellement assez inodore. Une série qui a eu du succès, mais moi ça m'a laissé complètement froid. Bref, il a participé à pas mal d'autres séries que je n'ai pas vues, Las Vegas, Hidden Private Practice, ce genre de choses. La série Fargo qui serait décidée en tant que je vois. L'excellente série Légion dont il serait temps que je vois la dernière saison, pour pouvoir vous parler une bonne fois pour toutes de cette petite perle. Altered Carbon, excellente série que j'ai beaucoup appréciée et qui a priori aurait une suite
qui devrait arriver, et j'aimerais beaucoup, Altered Carbon, que je vous conseille de regarder avec Joel Kinnaman, qui était vraiment bien, et que je vais me remater à l'occasion pour vous faire un petit podcast dessus. Allez, c'est noté, vous pouvez m'attendre, j'arrive avec mes gros flingues. Chin chin à la tienne, un nouveau style qui est venu pour te titiller. Ma rime jastique comme un diamant, je fais briller. Donc deux scénaristes plutôt chevronnés, un créateur scénariste, donc Steve Blackman, qui avait plutôt bien senti le coup, puisque l'adaptation, je trouve, dès la première saison d'Umbrella Academy, ça s'avérera vraiment singulière, et prendra le parti pris, donc, comme je disais, d'aller vers le thème du super-héros avec autre chose dans son escarcelle, le thème principal de la série étant la famille, et la famille dysfonctionnelle, le père étant un riche mec étrange qui s'appelle Reginald Hargreaves, qui a décidé d'adopter des enfants qui sont tous nés la même date, et évidemment ces enfants se révèlent avoir tous des pouvoirs particuliers. Et la série tournait autour, que ce soit dans la saison 1 ou dans la saison 2, autour du principe d'une apocalypse que les personnages vont devoir essayer de contrer, et doivent donc s'unir pour la contrer, mais en même temps, l'éducation avec Reginald Hargreaves, ça a été un petit peu particulier dans le genre vraiment pourri, et disons que cette famille est relativement dysfonctionnelle, mais je reviendrai là-dessus quand je vais parler du pitch, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Ce que je peux dire globalement, c'est que là où The Umbrella Academy a été original, mais je vais développer après, c'est qu'elle arrivait avec une sorte d'esthétique 60s pop contemporaine. On avait notamment des images assez dingues qui viennent clairement du comic book, mais qui marchaient très bien dans la série, avec ces deux tueurs qui débarquaient avec des grosses têtes de lapins aux yeux exorbités, donc vraiment des déguisements absolument délirants, et qui étaient des assassins absolument sadiques. La série à cet endroit-là avait vraiment, je trouve, une approche intéressante et tentait quelque chose de vraiment étrange, avec les personnages principaux qui étaient tous habillés en écoliers, qui avaient donc ce rapport, la Umbrella Academy étant un côté vraiment très old school, les personnages ayant connu grosso modo le sommet de leur carrière ou de leur groupe ensemble en étant ados au milieu des années 2000. La série bondissait comme ça entre les années 60, une certaine esthétique des années 60 et tout un univers de pop culture de notre époque. Et je trouve que ça fonctionnait très bien, ça donnait vraiment un ton très décalé à la série, avec notamment des scènes de danse très années 80, un vrai désir dans la série de proposer un ton qui renvoyait à une forme d'adolescence, que les personnages n'ont pas vraiment franchi eu égard à leur éducation, et je trouvais ça plutôt cohérent. Alors en quoi ça fait d'Umbrella Academy une série exceptionnelle? Pas forcément, mais singulière incontestablement. Allez, gosse avec moi. Je ne vais pas spoiler la saison 1 trop, mais je suis obligé de dire que je vais quand même dévoiler quelque chose un peu du pitch central, c'est un peu dommage. Enfin, on le sent très vite dans la série, mais quand même. Donc, à la fin de la saison 1, nos amis sauvent le monde de l'apocalypse en réussissant enfin à faire corps. Si vous écoutez ma critique de la saison 1, vous verrez que le dernier épisode de la saison était un petit peu rushé et c'était dommage. Du coup, on avait une conclusion qui était un petit peu en deçà du reste de la série. Mais les personnages ayant de très très grandes disparités, ne se comprenant pas sur bien des points, donc ayant tout simplement une éducation compliquée et peu adaptée à ce qu'ils étaient en termes de personnes, pas forcément en termes de pouvoir. Leur père adoptif, Reginald Hargreaves, étant au final beaucoup plus concentré sur leur pouvoir et leurs conséquences, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, vu l'étendue de leur pouvoir, que sur leur personnalité, donnant quelque chose d'assez étrange, une éducation franchement décalée et assez bizarre, où à 12-13 ans, il a créé la Umbrella Academy, grosso modo, pour en faire des super-héros, et il était hors de question qu'il soit autre chose. Donc c'est une éducation franchement décalée et franchement bizarre. Et donc, à la fin de la saison 1, notre Umbrella Academy arrive finalement à sauver le monde, non sans difficulté. Et le personnage de 5, qui est donc l'un des personnages principaux, qui est celui qui voyage dans le temps entre eux, leur propose de retourner dans le temps dans le passé, ou tout simplement pour essayer de réparer cet apocalypse qu'ils n'ont pas réussi à arrêter à proprement parler, mais que s'ils restent ensemble, peut-être pourront-ils l'arrêter en retournant dans le passé, peut-être aux sources du problème, en tout cas dans un passé proche. Et donc on découvre très vite au début de cette saison qu'en fait ils sont retenus très loin dans le passé, notamment en 1963, un petit peu avant, et qu'en fait ils sont même séparés dans le temps, les uns des autres, le bond dans le temps ayant été un peu catastrophique. Certains se retrouvent à vivre à cette époque 1 an, d'autres carrément 3-4 ans, sans compter que Vanya, qui est leur sœur la plus puissante, se retrouve elle aussi dans le passé, mais a perdu la mémoire.
Alors on va revenir rapido pour faire le pitch du début sur qui est qui. Ellen Page joue Vanya Hargreaves, c'est celle qu'on appelle le numéro 7, et elle se retrouve donc dans le passé, elle se fait renverser et a perdu la mémoire. Et donc, elle se retrouve dans une famille où elle commence à être proche de la mère de famille, ils ont accepté de prendre soin d'elle, et elle s'occupe donc du fils qui a des problèmes d'autisme. Même si au père de famille ça plaît moyennement, grosso modo, on comprend très vite que Vanya s'entend très bien avec la mère de famille. Et donc, elle est dans cette situation au début de la série, elle ne sait plus qui elle est. Le personnage de Luther, qui est Luther Hargreaves, qui est une sorte, qui est numéro 1, qui est une sorte de gros mec mi-homme mi-singe, est devenu un homme de main pour un gangster du coin, et grosso modo, il rumine un peu parce qu'il est amoureux de sa, je mets gros guillemets, sœur adoptive Allison, dont ils s'étaient clairement déclaré leur flamme à la fin de la saison 1, et en fait, Allison a disparu, il est un peu perdu, et il est un peu là-dedans au moment où la saison commence. Diego Hargreaves, lui, qu'on appelle notamment numéro 2, a toujours une âme de super-héros, et dès qu'il est arrivé à cette époque-là, il a essayé de le devenir. Le problème, c'est qu'il a été arrêté et mis en hôpital psychiatrique, et il a beau dire à tout le monde que le président Kennedy ait pensé qu'être revenu exactement peu de temps avant l'assassinat de Kennedy, ça lui donne l'opportunité de le sauver, bah, ça l'a fait passer pour un fou, et il est donc en hôpital psychiatrique au début de la saison. Allison, elle, qui est une noire américaine retournée dans les années 60, donc dans cette ville où Kennedy va être assassiné, donc autant vous dire qu'on est dans un coin qui est plutôt un petit peu beaucoup raciste. Elle va se rapprocher de personnes de couleur aussi, hein, tout simplement, et elle va monter tout doucement un mouvement, participer au mouvement de contestation pour les droits des Noirs, et aussi, accessoirement, se marier avec le chef de ce mouvement-là. Donc au début de la saison, elle en est là. De son côté, Klaus, qui lui est numéro 4, est capable de voir les morts, est devenu gourou d'une secte, tout simplement, puisque voilà, quitte à avoir ce pouvoir-là, pourquoi pas l'utiliser, au début de la saison. De son côté, numéro 5 est arrivé après tout le monde, et comprend très très vite, quand il arrive, que c'est la fin du monde, encore une fois, que l'équipe a réussi à se réunir, mais que c'est trop tard, une guerre nucléaire va tout raser, et donc il retourne dans un passé proche pour essayer de tous les trouver 10 jours avant, pour essayer de les sauver. Il réussit à revenir 10 jours avant en arrière dans le passé pour réussir à empêcher cette nouvelle apocalypse. Et bien sûr, d'autres personnages, le personnage de Ben, qui était décédé au début de la saison 1, hein, je spoil rien, est avec Klaus, et lui aussi va devoir régler un petit peu ses histoires avec Klaus et avec le reste de membres de sa famille. Donc vous avez compris le délire. Au début de la saison, ça part un petit peu en vrille. Évidemment, éviter ce nouvel apocalypse qu'ils ont emmené avec eux va leur demander de savoir pourquoi cet apocalypse arrive, comment essayer de le contrer, alors que tous ont des problèmes avec leur père respectif, Reginald Hargreaves, sur qui, évidemment, ils vont tomber. Lui qui était mort au début de la saison 1, au tout début, ce qui lançait la série, est bien vivant dans les années 60, et alors qu'ils vont essayer de reprendre contact avec lui, évidemment, leur relation va être bien plus complexe que de lui faire croire que, tout simplement, il a adopté des enfants avec des pouvoirs, et qu'il a monté une équipe qui s'appelle la Umbrella Academy à la fin des années 80. Bref, nos chers amis, aussi bien Vanya, qui n'a jamais eu le respect de son père et qui a toujours été considérée comme grosso modo une fille faible, va devoir changer ça. Luther, qui a toujours été manipulé par son père et qui a jamais osé s'opposer à lui, va devoir apprendre à le faire. Diego, qui a toujours cherché le respect de son père, va essayer de l'obtenir encore une fois à corps et à cri. Allison, qui a toujours eu un rapport à son père moral très différent, va devoir commencer à le comprendre. Klaus, qui lui doit faire face littéralement au fantôme de son passé, va y être confronté. Et numéro 5, qui n'avait jamais pu revoir son père et qui avait grosso modo transformé toute la destinée de la Umbrella Academy par son action, va enfin pouvoir le rencontrer. Bref, et Ben, qui bien sûr lui aussi avait eu des rapports mis en suspens mis par son décès prématuré dans la famille, va devoir lui aussi enfin être remis en contact avec les autres membres de la famille. Tout ça sous le regard d'un Reginald Hargreaves, leur père, qui ne les connaît absolument pas. This is, I mean, the emotion here is so extraordinary that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. Contrairement aux habitudes, je vais peut-être aujourd'hui passer plutôt par le casting pour que vous parlez de chacun des personnages. Allez, peut-être pas faire une partie scénario parce que je veux pas trop développer la série et vous parler ensuite plutôt de l'esthétique de la série. Donc, grosso modo, dans le casting, on a donc Ellen Page dans le rôle de Vanya Hargreaves, donc qui revient dans le passé, inconsciente d'être ultra puissante, qui découvre tout doucement son pouvoir, mais qui surtout va découvrir une relation amoureuse avec la mère de famille dans laquelle elle est reçue. Et autant je trouvais dans la première saison le rapport qu'elle avait avec son petit copain
Je vous laisse découvrir comment ça se passe, cette histoire. Plutôt intéressant et bien amené. Autant dans cette deuxième saison, les actrices jouent bien. Je trouve, j'ai vraiment pas de souci avec Ellen Page. Encore une fois, je trouve qu'elle joue très bien. Mais je trouve, je crois que c'est Kate Walsh notamment, non c'est pas Kate Walsh, c'est Jordan Clare, je crois, qui joue notamment la mère de famille Marine Irland, qui joue donc Sissi, cette mère de famille qui choisit d'accueillir Vanya. Je trouve leur relation intéressante, plutôt bien écrite, il y a une certaine beauté à voir Vanya faire comprendre à Sissi qu'elle est une femme de famille brimée, qu'elle est malheureuse simplement, et qu'elle n'a pas à être malheureuse sous prétexte de convenance sociale, et dans les années 60 ça correspond bien au contexte. Mais j'ai pas trouvé forcément cette phase de l'histoire la plus intéressante. Je trouve le personnage d'Ellen Page un peu en retrait dans cette saison-là, pour finalement plutôt de bonnes raisons, laissant plus de place notamment au personnage de Diego, dont je parlerai après. Mais c'est pas décevant, mais c'est un petit peu en retrait par rapport aux soucis psychologiques que le personnage de Vanya emporte avec elle à la fin de la saison 1, on est un petit peu à côté. J'espère que dans la saison 3, ils vont rééquilibrer un petit peu ça. Et c'est visiblement l'objectif vu la conclusion de la saison, vous verrez par vous-même. Mais grosso modo, je suis un petit peu en deçà. Je dis pas que c'est une mauvaise page pour Ellen Page. Page. Enfin, vous voyez le truc, parce que page, enfin, son nom, ça veut dire... Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non, mais j'exagère, mais grosso modo, je trouve que elle fait bien le taf et que le personnage évolue correctement, mais il y a peut-être un petit ralentissement. J'aurais préféré peut-être que ça aille un peu plus loin. C'est un peu la même critique que j'aurais à faire sur Tom Hooper, qui joue Luther R. Greaves, donc l'homme singe. Je trouve que, encore une fois, il joue bien, il est bon, mais son personnage, le trajet de son personnage dans la saison, je trouvais pas très intéressant. Les conséquences des choix, notamment qu'il fait à cette époque-là, sont pas vraiment menées à terme, c'est dommage, notamment parce qu'il finit par s'affirmer un peu face à son père, et je trouve que ça arrive un peu... C'est pas de nulle part, mais ça tombe un peu. C'est pas forcément le personnage le mieux amené. C'est un peu... j'ai un peu la même sensation avec le personnage de Ben R. Greaves, qui enfin vit quelque chose de beau, mais ça va un peu vite. Donc c'est celui qui est mort, hein, qui ne peut parler qu'à Klaus. Et la série lui propose vraiment de très beaux moments, je trouve, vraiment, pour le coup. Les moments les plus touchants de la saison viennent de lui, clairement. Mais ça reste, je trouve, un petit peu en deçà de ce que ça aurait pu être, sa relation avec les autres frères et sœurs, je trouve, est réduite vraiment à l'essentiel, notamment parce que l'intrigue de la saison est très complexe, ça part un peu dans tous les sens. Je reviendrai sur cette critique, je ferai une critique légère du scénario après, mais vraiment sur ce côté un peu sac de nœuds dans laquelle la série trempe. Mais bon, même s'il a les plus beaux moments, je trouve, de la saison, il me semble, je trouve son personnage quand même va aussi un peu vite, malheureusement. Après, on a aussi le personnage de Robert Sheehan, hein, dont j'avais déjà parlé dans la première saison. Robert Sheehan, c'est l'excellent acteur, notamment de la série de Misfits, entre autres. Très très bon acteur, qui encore une fois, dans le rôle de Klaus R. Greaves, est très très bon. Dans le rôle de ce mec paumé, qui choisit de fuir, grosso modo, son pouvoir par les stupéfiants, qui l'assume un peu mieux dans cette saison-là, mais qui, grosso modo, est je trouve, toujours un personnage un peu décalé, et qui rend le reste de la série vraisemblable en ayant des réactions qui me semblent être cohérentes par rapport à son personnage. Il n'y a pas de montée d'héroïsme qui était un petit peu déplacée à la fin de la saison 1 venant de lui. Il y a simplement une adaptation en conséquence de ce qui se passe, que je trouve juste. Et le fait qu'il soit concentré sur lui-même alors qu'il est constamment sollicité par des esprits, et ainsi de suite, me paraît tout à fait logique qu'il soit dans une forme d'égoïsme comme ça, puisque on sent aussi que dans la Umbrella Academy, dans les 7, c'est peut-être celui dont le père, avec qui Reginald Graves a été le plus violent psychologiquement, en le faisant accepter son pouvoir de manière complètement agressive. Encore une fois, Robert Sheehan est très bon, et on a de vrais beaux passages, notamment sur les conséquences de la première saison pour lui. Je trouve que vraiment, pour le coup, ce personnage-là est à lui tout seul une vraie valeur ajoutée à la série, et le développement de son histoire dans les 2 saisons est
pour le coup, est vraiment solide. C'est le premier personnage sur lequel j'avais envie de le dire. Alyson Hargreaves, dont je trouvais le pouvoir hyper intéressant et très glauque dans la première saison, puisque son pouvoir, son surnom, c'est la rumeur, et grosso modo, elle a une sorte de formule magique, elle te dit, voilà, j'ai entendu dire que, et ça arrive. C'est-à-dire, j'ai entendu dire que tu me donnais ton argent, et tu vas lui donner. Et les gens se souviennent jamais de ce qu'ils ont fait. Donc c'est un pouvoir extrêmement puissant, et dans la première saison, on voyait qu'elle avait fait ce choix moral hyper complexe de faire tomber amoureux littéralement d'elle, un mec, d'avoir un enfant avec, et de se faire toute une carrière de chanteuse, je crois, ou de star actrice, je sais plus, grâce à son pouvoir. Donc elle a vraiment utilisé son pouvoir de manière immorale surtout, égoïste certes, mais immorale, et ça faisait de ce personnage un personnage assez sombre. Et là, dans la deuxième saison, on sent vraiment qu'elle a pris les conséquences de ça, et qu'elle essaye d'aller au-delà, de ne plus tomber là-dedans. Elle a des dérapages et je trouve que ça marche assez bien. C'est un beau personnage, notamment son mari. Le rapport qu'elle a avec son mari est bien écrit. On comprend vraiment que c'est un mec de son époque, des années 60. Mais en même temps, eux-mêmes ont une relation assez intelligente dans leur combat que je trouve franchement bien. J'ai trouvé son trajet dans la saison très beau. Et pour le coup, c'est un personnage qui est aussi, pour le coup, une vraie valeur ajoutée à la série. Je voulais aussi parler de Aidan Gallagher qui joue numéro 5, qui est juste incroyable. Très jeune acteur, hein, puisque ce numéro 5, en revenant dans le passé, n'a pas réussi une équation ou je sais pas quoi sur son bond dans le passé, et du coup est redevenu jeune. Et je trouve l'acteur toujours aussi incroyable dans cette saison 2. On a vraiment l'impression de voir un mec de 60 balais dans un corps de jeune garçon. Et il a beaucoup de séquences d'humour dans les séquences d'humour noir, et de la dynamique de la série vient de lui. Lui aussi c'est un futur acteur, à mon avis un futur grand. Je serais très curieux de voir ce qu'il va faire après The Umbrella Academy. C'est vraiment très très bon ce qu'il propose dans cette saison là. Et le trajet de numéro 5 est encore une fois très complexe, je trouve, parfois peut-être un peu artificiellement complexe, mais ça donne beaucoup, il est aussi une des locomotives de la série, clairement, et il apporte beaucoup de séquences de qualité, notamment dans la saison 1, je trouvais qu'il était un peu trop parfait, un peu trop intelligent, et maîtrisé par rapport aux autres. Là par contre on voit vraiment qu'il dérape, il fait des conneries, il est à la limite d'être extrêmement violent avec ses frères et sœurs. Il est très violent avec ses frères et sœurs, il l'est encore plus par moment. Il y a notamment à un moment une confrontation avec Vanya qui, je trouve, fonctionne vraiment très bien en termes de tension. On sent que ça va éclater entre eux deux, on comprend tout à fait leurs incompréhensions à tous les deux. C'est vraiment très bien. Bref, Aidan Gallagher, chapeau bas. Mais je tenais à le dire, autant j'avais aimé de manière très réservée David Castaneda dans le rôle de Diego Hargreaves dans la première saison, autant dans cette deuxième saison, je trouve vraiment que le personnage est bien meilleur. Tout le passage où il est interné, où on remet en cause son comment dire, son sacerdoce de super-héros est très intéressant, et on comprend encore mieux dans cette saison pourquoi il est comme ça, dans le rapport qu'il a notamment à son père, que je trouve, il a de très belles séquences avec son père, aussi bien visuelles que d'écriture. Je vous laisse découvrir comment. Et je trouve son développement et ce qui le fait enfin sortir de sa bulle, et ce qui vraiment lui le fait rentrer dans la famille, c'est d'abord un regard extérieur sur lui-même qui n'est pas celui de la famille et qui va lui apporter autre chose, notamment par l'intermédiaire d'une femme qu'il rencontre dans l'hôpital psychiatrique, qui est joué par Ritu Arya dans le rôle de Lila Pitts, et qui est très très bien, je trouve aussi, dans le rôle, qui est excellente dans le rôle de cette folle décalée qui va l'aider, l'emmener un peu dans des sentiers où il serait pas allé marcher. Et leur relation aide beaucoup, je trouve, la saison à avancer. Tout n'est pas réussi. Tout, par exemple, dans l'écriture de Ritu n'est pas forcément très subtil. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Le scénario global de la série n'est pas très fin. Mais les relations entre les personnages, quand ils sont bien réussis, la série décolle vraiment. Et là, pour le coup, le rapport entre, je trouve, Lila et Diego est vraiment bien. Il y a vraiment de très belles choses. C'est pas aussi bien que les scènes avec Ben, ou ce que peut proposer numéro 5, ou même le personnage de Robert Sheehan, notamment, qui va retrouver grosso modo son amour. Mais je trouve que c'est bien, ça irrigue bien la série, et comme eux aussi sont au centre de l'intrigue, et beaucoup de choses sont irriguées à partir de leurs actions à eux deux, je trouve que ça fonctionne vraiment bien, et ça fait du bien à la série. Bref, tout ça pour dire, je voulais parler du casting, parce que j'ai trouvé encore une fois le casting globalement bon, voire très bon. Il y en a juste deux où je trouve qu'ils sont un peu en retrait, et je trouve que ça fonctionne moins bien, mais alors que ce soit Ben, Klaus, numéro 5, Alyson ou Diego, franchement c'est
du beau taf. Et quand on dit 5 personnages sur 7 qui ont un beau développement, bah, ça vous laisse l'idée de ce que je pense de cette saison 2. Et oui, je fonctionne de manière cryptique. Là, vous êtes en train de vous gratter la soupire. Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il n'a pas aimé? Mon Dieu, mais quelle tension! Est-ce que je vais survivre à ce podcast? Non, justement pas. Respire un coup, respire un coup. On fait une petite pause. Ouais. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Ouais, qu'est-ce que t'as fait de ta peau? Dans ta cité d'ennui, ouais. Et dans ta cité ghetto. Tu vas la craquer. Et tu vas la craquer. Les MC Warriors font rapidement parler d'eux. Je voulais juste encore parler de Colm Feore qui joue le rôle de Reginald Hargreaves, de leur père, et que je trouve très bien encore une fois dans cette saison, dans le rôle de ce mec étrange, qui a une morale extrêmement forte et qui en même temps est d'une grande violence. On comprend un petit peu mieux les tenants, les aboutissants de la vie de Reginald Hargreaves, notamment on voit l'amour de sa vie partir, qu'il va recréer sous forme d'androïde plus tard, donc c'est vraiment un mec qui a des soucis, et ça explique beaucoup de choses, beaucoup des qualités d'écriture de la série, c'est que cette famille est vraiment dysfonctionnelle parce que, d'abord et avant tout, les parents le sont. Et ça, c'est je trouve globalement une qualité de la série, c'est qu'on retrouve un Reginald Hargreaves qui n'est tout sauf facile à lire, et on tombe pas sur tous les clichés de « Ah oui, je me rends compte que j'ai des enfants, bah voilà, j'ai dû comprendre, apprendre, blablabla ». Pas du tout, le mec est encore extrêmement raide, a encore une sorte de rigueur comme ça, qui est complètement à l'image de ce qu'ils ont connu avec lui. Et je vais vous parler après du scénario, d'une séquence qui est au cœur de la série, mais je vais vous laisser un petit peu de suspense et vous parler un petit peu de l'esthétique, parce que bon voilà, l'esthétique, l'art, comme ça, c'est aussi du visuel, c'est du son, c'est de l'image, du montage, vous voyez, c'est tout ça. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Parce que oui, une des choses qui est flagrante dans la série, qui a été très bien faite, c'est que on est dans les années 60 aux États-Unis et j'ai trouvé la série impeccable, j'ai l'impression d'y être. J'ai beaucoup aimé globalement le fait d'assumer ce contexte et de les laisser à cette époque-là. Et il y a beaucoup de séries que j'ai pu regarder par le passé où quand les personnages étaient dans le passé, j'avais envie qu'ils reviennent dans le présent. Parce que voilà, je me disais voilà, ça suffit, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire là. Et là, je trouve pas du tout que le fait qu'ils restent dans cette saison, dans cette époque-là, les 10 épisodes de la série, ne pose aucun problème. Et ça vient du fait que l'esthétique est bien posée, les enjeux sociaux sont très bien posés. On a notamment des révoltes, notamment de Noirs américains, qui sont, je trouve, vraiment bien filmés, vraiment bien foutus. On a globalement des séquences où il cherche le personnage du père, Reginald, et il s'y confronte, et ça donne à chaque fois des vrais moments de petits moments de bravoure de la série, aussi bien en termes d'action. Je tiens à le dire, il y a encore une fois eu un vrai beau travail sur les chorégraphies de baston. Autant il y en a certaines qui sont un petit peu dansées, ça marche pas toujours, mais la série a compris qu'elle devait pas insister trop là-dessus, et du coup, il y a notamment une séquence où Diego combat un personnage, et je trouve que ça marche vraiment bien, c'est une belle séquence, et globalement les séquences ont du punch. Il y a vraiment eu un léger mieux, une légère augmentation de la qualité. Dans ma critique de la saison 1 notamment, je comparais un petit peu les combats de la saison 1 de Umbrella Academy avec ceux de la saison 1 de Titans, et j'avais trouvé que c'était mieux dans Titans, alors que dans la saison 2 de Titans, bah, c'est une catastrophe, hein, tout simplement. Voilà, shots de fire, hein, c'est comme ça les gars, faut pas me chercher, moi je sors le sel, les flingues, et ensuite je lèche vos plaies avec plaisir. Qu'est-ce qui lui grignote le cerveau, cette espèce de con, Même si la série se permet moins de délire visuel que dans la saison 1, étant plus, je trouve, plus sobre, avec de très beaux plans toujours. Hein. Vous allez voir, il y a vraiment d'excellents plans. Les plans sur la ferme, notamment où Vivania, il y a des plans comme ça qui sont quasi prémonitoires, qui sont vraiment très beaux. Une très belle photographie, globalement. J'ai trouvé que ça... Il y avait toujours une ambiance de fin de journée, qui est un peu la lumière classique de la série, et j'ai trouvé aussi que ça marchait très bien, notamment dans le repère qu'ils finissent par trouver tous ensemble. Il y a vraiment là des choix de travail sur la photographie que je trouve très bons, notamment en insistant sur les oranges, vous verrez comment. Et globalement, on a aussi une vraie attention à bien filmer les dialogues, à bien leur laisser de la place. Ça fait plaisir aussi. Mais c'est beaucoup moins présent que dans la saison 1, c'est beaucoup moins insistant. Ce qui fait qu'en fait on a une séquence de vraie danse musicale, un peu années 80 au milieu de la saison, qui passe bien, mais je trouve qu'il commence à faire tâche parce que la série s'est clairement détachée du côté décalé de la saison 1. C'est beaucoup moins présent. La saison 2 est beaucoup plus au premier degré. C'est dommage, parce qu'il y avait ce petit côté décalé de la saison 1, c'est-à-dire, voilà, je donnais le nom des deux assassins avec les grosses têtes
gros masques de tête de lapin qui étaient complètement délirants et effrayants, qui s'appelaient Hazel et Cha-Cha. Donc vous voyez des noms comme ça qui sont aussi des noms de comic book, des noms un peu ridicules. Là pareil, il y a un trio d'assassins qui les poursuivent et qui s'appelle les Suédois. C'est pas mal, on sent encore le ton de la saison 1 qui est là, mais j'ai trouvé que dans cette saison 2, il y a clairement un degré d'absurde qui n'est plus franchi. Même dans les séquences les plus dingues, hein, il faudra m'expliquer un petit peu une séquence avec Regina Adler-Graves dont je ne vais pas vous spoiler, mais qui est complètement folle. Je me suis dit, nom de Dieu, mais où ça va aller là? Mais la série se le permet moins, et du coup l'esthétique est forcément plus modérée. Mais elle est maîtrisée. Je trouvais globalement qu'il y avait un très beau visuel. Même si la saison 1 se finissait dans un théâtre et avait un côté rushé, le lieu était un peu plus théâtral et assumait un peu plus son côté théâtral. Là, la saison 2 se finit dans une ferme, et je trouve que c'est un peu moins fort, c'est un peu moins symboliquement, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu moins d'impact. Donc ça, je tiens à souligner. Il y a une séquence de danse dans la série, quelques absurdités, entre guillemets visuelles, et des choses décalées qui sont toujours dans l'identité de la série, mais on sent clairement que la série va vers un sérieux qui est logique, et qui vient d'un élément principal dont je vais vous parler tout de suite dans le scénario, qui vient du fait que c'est une série sur la famille. Et la famille, c'est le bordel, il faut le savoir. Oui, même pour toi, là, qui essaie de faire croire, non, dans ma famille, tout se passe très bien, tu connais pas ta famille. Si tu penses ça, tu connais pas ta famille. La famille, par définition, c'est le bordel. Et c'est bien que ce soit le bordel. Si c'était pas le bordel, il y aurait pas de famille. Ah la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Le scénario de cette saison 2, du coup, et clairement, je trouve, a toujours les mêmes ingrédients que la saison 1, une apocalypse à contrer, ils ne savent pas comment elle va arriver, mais elle va arriver, le temps est compté, ils ont 10 jours devant eux, il y a toujours un petit peu les mêmes positions, entre guillemets, Diego veut sauver le monde, mais à sa manière, du coup il est en opposition avec 5 qui lui cherche la vraie raison de la fin du monde, et beaucoup plus pragmatique, mais en même temps il est hyper directif, c'est dans cette saison-là, il franchit un cap d'agressivité envers tout le monde, du coup, ça rend les choses beaucoup moins efficaces. De son côté, Klaus essaie toujours d'éviter la situation et de la fuir, tout en cachant aux autres que Ben est bien vivant et toujours là. Allison s'est reconstruit une vie, donc du coup c'est de nouveau construire une vie tout simplement, donc s'investir dans le groupe et dans quelque chose d'aussi dangereux, elle se repose de nouveau la question. Luther est toujours amoureux d'Allison, aimerait la voir agir, mais lui en même temps il se sent obligé d'agir en tant que héros parce que c'était son rôle dans la famille, donc il est toujours un petit peu perdu, et c'est pas non plus son tempérament d'être le numéro 1, donc il est encore une fois perdu, mais il va essayer d'agir et il va être encore une fois maladroit. Vanya ne sait toujours pas qui elle est, comme au début de la saison 1, et du coup elle va redécouvrir qu'elle a des pouvoirs et devoir y réagir en conséquence. Vous voyez ce que je veux dire? La structure est vraiment la même, et le père Hargreaves est toujours aussi cryptique et incompréhensible, et il n'y a toujours pas de résolution dans leur rapport, même si on a de beaux moments qui résolvent un tout petit peu le rapport qu'ils ont avec leur père. C'est clairement un enjeu qui n'est pas réglé dans cette saison-là et qui est vraiment repoussé à la saison suivante en rajoutant un maximum de mystère et d'étrangeté autour du personnage de Reginald Hargreaves. Donc le scénario est grosso modo le même que dans la saison 1. Grosso modo, on comprend toujours pas trop les motivations du père. Oui, il veut sauver le monde, mais comment? C'est toujours ses limites morales sont toujours assez abstraites. Par contre, je trouve que j'ai trouvé la saison du coup beaucoup plus un sac de nœuds. J'ai trouvé que ça allait dans beaucoup de directions, qu'il fallait assumer toutes les histoires de chacun des personnages, que du coup certains personnages en souffrent. Je trouve l'histoire de Vanya présente, mais pas si forte que ça. Je trouve aussi l'histoire de Luther peu présente, là c'est un peu mieux assumé, mais du coup je trouve aussi que comme c'est un peu plus, ça correspond un peu plus au personnage, ça donne lieu à plus de séquences comiques avec lui, je trouve que ça marche bien, mais vraiment la saison est dense, vraiment dense. Heureusement c'était assumé dès le départ, et on sent que l'écriture a été peu remaniée pendant la saison. Du coup le dernier épisode et la conclusion est vraiment satisfaisante, on a du vrai spectacle, on a des vrais moments d'émotion, c'est pas forcément bouleversant, les moments bouleversants arrivent plus avant dans la saison, mais ça reste de bonne qualité, et du coup, ce côté, c'est pas tout à fait, c'est pas raté, il faut bien comprendre que je trouve que ça fonctionne globalement, mais j'ai trouvé que c'était un peu dense par moment, peut-être trop dense, quitte à laisser vraiment des choses en suspens qui sont en plein milieu de la saison, et tu dis bon ok, ça maintenant faut que je l'emmène jusqu'à la saison 3, donc il y a pas mal de moments comme ça, 3-4 moments où tu dis ouais bon... une fois arrivé à la fin de la saison, tu t'y repenses et tu dis merde, c'est vraiment pas résolu, on va devoir attendre la saison prochaine. Donc j'aurais préféré qu'ils évitent de lancer des bouées comme ça vers une saison suivante, même si évidemment la série a tellement de succès que bon, elle se sait au moins programmée pour une saison encore. Mais je trouve que c'est une mauvaise idée, il vaut mieux faire des saisons qui soient grosso modo des boucles fermées.
je pense que ça fait mieux fonctionner les séries. Et c'est un petit peu le bémol que j'aurais à dire sur Umbrella Academy, même si grosso modo, cette académie du parapluie, je trouve qu'elle protège bien de la pluie, voilà, de l'averse. Et face à l'averse, à la tempête, à l'orage de séries de super-héros qu'on a actuellement à la télé, elle s'en sort globalement bien, j'ai envie de dire. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu vas demander de l'argent de poche à ta grand-mère pour aller au resto. Mais d'abord, on répond à la question qui est vite répondue, les gars. Oui, j'ai reçu une question intéressante qui me disait que, grosso modo, mes podcasts étaient un peu longs. Bon, déjà, c'est un petit peu insultant, donc voilà, c'est pas très gentil tout de même. Hein, voilà, madame, un petit peu de gentillesse tout de même. Dédicace à tous les frères en France, dédicace à tous les banlieues, toutes les cités de la France. Nique sa mère, on s'en bat les couilles, nous. Nique sa mère, on s'en bat les couilles, nous. Truand ta galère vénère, on s'en bat les couilles. Et sans blaguer, non, c'est plus une question intéressante parce que la question de la durée. Encore une fois, je l'ai expliqué déjà dans d'autres podcasts, mais je me ferai un plaisir d'y répondre à nouveau. Me laisser le temps de parler, c'est aussi à un moment donné me laisser le temps de réfléchir avec vous et de ne pas arriver avec une réponse toute faite. Et j'aime pas l'idée d'avoir des réponses toutes faites. J'aime bien l'idée d'être dans un questionnement et de le partager avec vous. Donc, ça rend la chose un peu plus organique, un peu moins maîtrisée, un peu moins montée, un peu moins cutée, mais ça donne aussi, je pense, au podcast sa singularité et ça me ressemble. Donc la durée en elle-même, j'ai même tendance à croire que 1 heure, 1 heure et quart, c'est souvent pas assez. Je me rends compte quand j'écoute que j'aurais aimé aller vers d'autres choses, je me laisse pas forcément le temps. Bon, après il y a aussi les contingences de ma vie, je vous laisse imaginer, je suis quelqu'un de très occupé, j'ai une grosse entreprise à mener, j'ai des employés, donc à un moment donné, excusez-moi, mais j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de vos plaisirs auditifs. Il se trouve que j'ai beaucoup de responsabilités, le Covid est passé par là, c'est difficile, on envisage des licenciements et une restructuration parce que l'État ne fait rien pour aider les entreprises qui vendent des bonnes paires de chaussettes à base de pneus recyclés qui provoquent certes des irritations chez le nourrisson, mais qui sont pour le coup particulièrement efficaces et qui tiennent beaucoup plus longtemps que les chaussettes classiques. Donc je vous le demande, est-ce que ça vaut encore le coup d'acheter des chaussettes en laine? Non, acheter des chaussettes en pneus, les chaussettes en pneus, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je pense que c'est très important de le dire. Et donc dans la restructuration de mon entreprise, je me retrouve maintenant confronté à devoir me séparer de gens extraordinaires qui ont fait du travail des années pour moi, qui sont pour certains proches de la retraite. Mais j'ai pas le choix, c'est la vie, c'est le capitalisme, j'ai pas choisi le monde où on vit. Moi, j'ai déjà baissé mon salaire énormément, je ne touche plus que 25 000 € par mois. Je trouve que j'ai fait assez de sacrifices comme ça. Quelle indignité. Donc j'essaie de me limiter quand même dans la durée du podcast, mais j'aurais tendance à croire, à sentir que je préfère faire plus long pour avoir le temps de vous expliquer les choses ou tout simplement de développer les choses. Et comme là maintenant j'ai inventé de nouvelles rubriques qui m'ont l'air sympathiques et qui rythment les choses, je me sens encore plus libre d'aller longtemps dans la critique et de me laisser le temps. Donc est-ce que je pense réduire les podcasts? Non. Est-ce que par contre j'essaie de mieux distribuer les podcasts? Au jour d'aujourd'hui, je vais bientôt mettre le podcast sur Deezer, sur Spotify, sur toutes les plateformes qui me permettront de distribuer le podcast, en espérant comme ça, trouver toujours plus mon public, et vous qui m'écoutez, encore une fois, je vous remercie énormément, c'est un honneur pour moi. Donc voilà, je suis plus dans cette dynamique-là, avant d'envisager de réduire ou d'allonger ou de changer la forme, ou de continuer à développer la forme, parce que pour moi c'est plus un développement. Donc non, là ma réponse elle est simple, je veux pas réduire les podcasts. Par contre, les rythmer, mettre plus de blagues, de couper un peu plus mon dialogue pour l'aérer, pour le rendre peut-être plus agréable, plus souple. J'ai l'impression que ça marche quand j'écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas, ça m'intéresse toujours de connaître votre point de vue. Et du coup, ça me donne plutôt l'impression qu'il faut que je continue dans cette durée-là, mais que je rythme tout simplement. Que le travail de montage qui me prend 2-3 heures soit réellement toujours présent et continue de faire partie du rythme du podcast. Voilà, pour répondre à ta question. Mais grosso modo, vraiment, j'ai besoin de vos retours là-dessus. Si vous pensez que c'est trop long, ou que ça mériterait d'être plus monté, ou moins, ou avec des extraits différents, ou autres, n'hésitez pas. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, je ne demande qu'à apprendre. C'est le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, techniquement. En conclusion,
Je dirais que cette saison 2 de Umbrella Academy vaut le coup. Je trouve que c'est une série qui est vraiment bonne. Autant j'avais des petits bémols à cause de la fin de la saison 1, autant j'ai trouvé cette saison 2 beaucoup plus maîtrisée, globalement beaucoup mieux produite dans le bon sens du terme, c'est-à-dire en mettant les effets spéciaux au bon endroit. Les scènes de baston sont vraiment meilleures que dans la saison 1, en tout cas 10% de mieux, et ça fait beaucoup de bien à la série parce que c'était déjà sympa dans la saison 1. On a vraiment plusieurs moments glorieux. J'en ai pas forcément parlé dans la critique globale, mais grosso modo, pour moi, ceux qui ont déjà vu la saison vont savoir de quoi je parle. Les autres, allez-y, n'hésitez pas. Mais la réunion de famille, j'ai trouvé cette séquence vraiment très drôle et particulièrement réussie. J'ai trouvé globalement l'idée de faire tourner la série autour des problèmes de dysfonctionnement entre les différents membres de cette famille est une très bonne idée, et je trouve que ça rend cette série vraiment originale et vraiment intéressante à suivre. On a vraiment autre chose que dans les séries de super-héros, parce que la série assume vraiment complètement son sujet de base, qui est l'incommunication, la difficulté de relationnel de cette famille, et je trouve que ça marche vraiment bien, avec tous leurs problèmes et leurs limites morales. C'est vraiment très bien à cet endroit-là. Et il y a d'autres moments d'anthologie dans la série, notamment des scènes où les pouvoirs sont utilisés avec des explosions ou autres, et je trouve que ça marche très bien. Des séquences, notamment, je vous laisse découvrir numéro 5 contre numéro 5, mais alors en termes d'effets spéciaux, de ralenti et de délire visuel, c'est vraiment très cool. On a plusieurs séquences, notamment comme ça, de baston avec numéro 5 qui sont hyper sympas et très bien produites. Bref, c'est vraiment une série de qualité. J'ai trouvé que cette saison 2 augmente le niveau de qualité de The Umbrella Academy, donc regardez l'Académie de l'Ombrelle, vous m'en direz des nouvelles. Alors exceptionnellement cette semaine, je ne pouvais pas vous quitter sans vous laisser écouter un message très touchant que m'a laissé un auditeur sur ma boîte répondeur. Voilà. Écoutez, c'est vraiment beau. Merci. Mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Bon, elle exagère un petit peu. Quoique. Bon, c'est un petit peu trop exagéré. Je vous aime bien aussi, mais là, faut pas... Non, puis la séquestration, c'est pas obligé non plus. Je vous aime bien, hein. Mon amour. Là, je pense qu'elle exagère un tantinet. Voilà. Je vous quitte pas. Je reviens dès la semaine prochaine. Pensez à vous abonner tout le temps. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Faut pas s'inquiéter comme ça. C'est triste pour moi aussi.